Bienvenue dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi se retirent de l'accord de Genève. Un retrait 24 heures après sa signature qui met en péril l'avenir de la coalition de l'opposition. Et puis en Tunisie, les flux d'investissements directs étrangers en hausse de 13,5% jusqu'au 30 septembre, une performance portée notamment par l'énergie. Et puis, préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 pour éviter les erreurs d'arbitrage, la Confédération africaine des nations met en place des formations pour les arbitres du continent. Mais d'abord, au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issosé Ngondé saisit la Cour constitutionnelle pour statuer sur la vacance du pouvoir, alors que le président Ali Bongo Ondimba est hospitalisé depuis 3 semaines en Arabie Saoudite. Il souhaite que la Cour désigne une autorité à la présidence du Conseil des ministres pour traiter les dossiers urgents. Le vice-président Pierre-Claver Magonga Moussavou pourra donc présider un Conseil des ministres, une décision de la Cour dans l'objectif de poursuivre les missions du gouvernement et du service public. En République démocratique du Congo, moins de 24 heures après la signature de l'accord de Genève, les opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont finalement annoncé leur retrait de l'accord, un accord qui prévoyait la candidature unique de Martin Fayulu. La question de l'avenir de la coalition de l'opposition se pose désormais. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Retrait de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe de l'accord de Genève. La situation alimente les débats politiques congolais et fragilise encore un peu plus l'opposition. C'est donc une voie pour plusieurs candidatures de l'opposition qui est ainsi ouverte face à Emmanuel Ramazani Shadari, porté par une plateforme créée par le chef de l'État, le Front commun pour le Congo. Le FCC a un projet alternatif crédible. Nous souhaitons qu'on fasse du FCC que d'autres proposent aussi un projet crédible. En ce moment-là, il y a un débat de projet contre projet, de programme contre programme. On a trop focalisé sur les individus. L'initiative d'une candidature commune de l'opposition consistait entre autres à l'élaboration d'un projet de société avec un candidat commun. Tous les 7 leaders avaient donc la mission de battre campagne pour les candidats désignés. Après le retrait de 2 leaders, c'est la désolation qui n'empêche pas certains d'y croire encore. Il reste la volonté du peuple congolais d'aller à l'alternance, d'avoir des élections crédibles, au-delà de sentiments compréhensibles ou non compréhensibles des uns et des autres. Je crois qu'il faut garder confiance dans notre capacité à aller aux élections. Il faudrait poursuivre les objectifs inscrits dans l'accord de Genève, estime bon nombre d'analystes. Lutter pour des élections libres et transparentes et sans la machine à voter sont les premiers de ces objectifs. Notons tout de même que l'UDPS de Félix Tshisekedi s'était déjà engagé d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. En 45 ans d'existence, la Banque ouest-africaine de développement a financé plus de 1000 projets pour un montant de plus de 4 900 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, l'institution se tourne vers le développement des énergies renouvelables au sein de l'UEMOA. Reportage Emefa Kofi. Au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, seulement 18% de la population a accès à l'électricité inégalement répartie entre les villes et campagnes. Seulement 10% du potentiel hydroélectrique sont exploités. La Banque ouest-africaine de développement, conscient de l'enjeu, célèbre ses 45 années sous le signe d'une réflexion sur le développement des énergies renouvelables au sein de l'UEMOA. La production d'énergie solaire dans notre Union, où le niveau d'ensoleillement selon les experts, est de 5 à 10 heures en moyenne par jour, avec un coût de production qui a fortement baissé et qui est maintenant d'environ 40 à 75 francs CFA le kilowattheure. Les défis restent grands pour la Banque ouest-africaine de développement qui finance les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'institution est appelée à plus de financements liés au transfert de compétences ainsi qu'à la recherche et au développement. Si nous ne faisons pas attention et que nous laissons les personnes qui n'ont pas le soleil être les acteurs de la recherche et développement, nous aurons du mal à bénéficier des retombées de ces recherches et développement
puisque c'est celui qui fait la recherche et développement qui maîtrise sa commercialisation, sa mise sur le marché. Du 14 au 15 novembre, les experts vont donc réfléchir sur la question à travers un forum qui se tient à Lomé, la capitale togolaise. Au 31 décembre 2017, le cumul des engagements nets de la Banque ouest-africaine de développement dans le domaine de l'énergie était estimé à 1051,5 milliards de francs CFA. À fin septembre 2018, la BOAD a investi plus de 5200 milliards de francs CFA dans l'Union pour la réalisation de 1138 projets avec un financement additionnel de 12 600 milliards de francs CFA. En Tunisie, les flux d'investissements directs étrangers ont atteint 1,73 milliard de dinars en 2018, soit une hausse de 13,5% par rapport à 2017, une performance portée notamment par l'énergie qui a attiré le plus d'idées jusqu'au 30 septembre. Les précisions avec Cheikh Omar Bandogo. En hausse de 17,7% au premier semestre 2018, comparativement à la même période de 2017. Les investissements directs étrangers vers la Tunisie au 9e mois de 2018 sont restés en hausse par rapport à la même période de 2017, avec une progression de 13,5%. Ils se sont établis à 1,73 milliard de dinars, soit environ 605 millions de dollars. L'année dernière, il y a eu un grand forum, un grand séminaire sur l'investissement en Tunisie. Il y a eu un nouveau code d'investissement et là je pense que c'est les tout premiers fruits de ce forum et de la politique globale. D'un autre côté, le pays est en train de se stabiliser de plus en plus malgré toutes les crises politiques. Selon les chiffres de l'Agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs, l'énergie arrive en tête des secteurs ayant attiré plus d'IDE entre le 1er janvier et le 30 septembre 2018, avec 788 millions de dinars devant l'industrie ayant reçu 710,9 millions et les services avec 288,1 millions. L'agriculture arrive en dernière position avec 11,82 millions de dinars. La Tunisie a toujours été un pays agricole, de tradition agricole, donc les investissements en la matière sont toujours des investissements locaux et non étrangers. Il faut noter que hors énergie, la Tunisie a attiré 455 projets d'investissement direct étrangers qui ont permis de créer 7588 nouveaux emplois, dont 392 opérations d'extension de projets existants et 63 nouveaux projets. Et dans l'actualité également, 2 tiers des villes africaines vulnérables au changement climatique. C'est ce que révèle l'indice de vulnérabilité au changement climatique. En cause notamment la hausse de la population et le manque d'infrastructures. Dans le rapport, 8 villes africaines figurent dans les 10 les plus à risque, dont Kinshasa en République démocratique du Congo, la capitale centrafricaine Bangui et la capitale libérienne Monrovia. La Coupe d'Afrique des Nations 2019 se prépare. La Confédération africaine des nations forme les arbitres du continent aux nouvelles techniques d'arbitrage. Une formation pour empêcher les contestations liées aux erreurs d'arbitre lors des compétitions. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan. Pour réussir l'arbitrage de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, la Confédération africaine de football CAF a lancé une série de formations à l'attention des arbitres du continent. Au Tchad, en partenariat avec la Fédération tchadienne de football, les experts de la CAF ont renforcé les capacités d'une vingtaine d'arbitres sur les nouvelles techniques d'arbitrage, notamment l'arbitrage vidéo et l'aptitude physique pour renforcer l'effectif des arbitres qui seront mobilisés pour la compétition continentale. À l'époque, nous formons les arbitres au niveau de l'élite et parfois ils arrivaient avec beaucoup d'état. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de descendre dans les associations, aider les instructeurs locaux et également pouvoir travailler avec des arbitres, laisser des instruments, des stratégies et des moyens pour que lorsque les arbitres viennent au niveau international, nous puissions travailler autre chose que de rentrer travailler des notions élémentaires et les notions de base. Selon les experts, les aptitudes physiques et techniques de la plupart des arbitres du pays est acceptable. Mais pour assurer des matchs internationaux, il leur faut un cadre de perfectionnement régulier et adapté aux nouvelles techniques d'arbitrage. Leur niveau, c'est un niveau un peu élevé parce que dans l'arbitrage, tu commences au niveau moyen. Et après, tu deviens un arbitre provincial. Et après, tu deviens un arbitre fédéral. Donc, ça veut dire le niveau est un peu élite. Et c'est comme ça qu'on fait appel à des experts qui viennent, n'est-ce pas, de la FIFA.
C'est comme ça que vous voyez, nous avons un expert camerounais, un expert djiboutien, et qui sont chargés, n'est-ce pas, de venir appuyer nous, aussi des techniciens qui sont formés dans le cadre, n'est-ce pas, de Futuro, dont nous appuyer à faire avancer, n'est-ce pas, le travail dans ce cadre. D'après la Confédération africaine de football, une série de formations d'arbitrage organisées dans certains pays du continent a pour but de minimiser les risques de contestation lors des matchs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue en 2019 au Cameroun. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.